Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission des grands entretiens de Storia Voce co-présentée avec Atlantico. Une des questions les plus intéressantes que peut se poser l'historien dans ses recherches, dans son approche du temps, est sans nul doute celle de la transmission. Comment les sciences, comment la pensée, comment les arts se transmettent-ils d'une époque à une autre ? Comment des idées, un ensemble de valeurs peuvent-ils traverser les âges et produire de nouveaux fruits des années, des siècles, voire un millénaire après leur apparition. Comment, enfin, en dépit des crises des temps, des décadences, des forces, nous allons dire, contraires, une flamme, si vous me permettez cet accent lyrique, se maintient-elle ? Je vous propose aujourd'hui de comprendre comment la culture grecque est passée dans le monde européen. Quels sont les éléments de cette culture qui ont été transmis, quel rôle a joué l'Empire byzantin comme vecteur de cette culture, quel est l'apport aussi de ce monde byzantin, quelles furent les routes, les intermédiaires, les supports de cet univers qui fonde notre humanisme et, disons-le, notre civilisation. Mais avant de commencer cette émission, je souhaiterais faire une annonce très rapide afin de pouvoir se développer. Vous le savez, Storia Voce est devenue une association à but non lucratif. Vous pouvez désormais soutenir notre association sur le site internet en donnant 10, 5 ou bien même un seul petit euro via PayPal ou par virement bancaire. Cela ne vous prendra que quelques clics. Si chaque auditeur donnait un seul petit euro, nous aurions la possibilité de faire 3 à 4 fois plus d'émissions par mois. Nous comptons donc sur vous, notre association compte sur vous. Sylvain Guggenheim, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis Merci de m'inviter. Je suis très heureux de vous recevoir à nouveau à ce micro et je vous ai déjà reçu pour votre biographie de Frédéric II, Hohenstaufen, et vous êtes Sylvain privilégié. Je ne pensais pas vous réinviter si tôt parce qu'il y a une sorte de principe d'égalité que je me dois de respecter entre vos collègues historiens, mais j'avoue que je n'ai pas pu résister pour une raison assez simple, ma foi. Je pense que votre dernier ouvrage est simplement le meilleur. En tous les cas, c'est celui qui m'a le plus touché. Nous nous connaissons depuis longtemps. Je connais bien vos ouvrages. Et il me semble meilleur même qu'Aristote au Mont-Saint-Michel, qui vous a valu bien des ennuis. Et c'est peu dire. Ce n'est pas la question ici. On reviendra peut-être sur le fond d'Aristote au Mont-Saint-Michel. Cet ouvrage, le nouvel ouvrage dont je parle, s'intitule La gloire des Grecs. Il est paru aux éditions du Cerf et son titre a une signification particulière, une origine très précise. Pourquoi, Sylvain Guggenheim, la gloire des Grecs ? Il y a deux raisons. D'abord, c'est une expression qui est empruntée à un texte de l'époque carolingienne à propos donc d'un souverain carolingien qui admirait la gloire des Grecs, mais à ce moment-là, c'était limité finalement à l'aura que pouvait avoir l'Empire byzantin du point de vue religieux, puis peut-être aussi sa puissance politique. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que dans une actualité où la Grèce est victime d'une crise dont elle n'est à mon avis qu'en partie responsable, et pour laquelle on lui impose des remèdes qui l'enfoncent davantage et qui enfoncent quasiment dans la misère beaucoup de gens que je connais. Ça me faisait plaisir de faire un pied de nez à certaines institutions internationales. Voilà. Vous dédiez cet ouvrage à Nausicaa. Oui. Le nom m'a surpris. Nausicaa. C'est ma fille. C'est votre fille. Alors, je parlais d'Aristote au Mont-Saint-Michel. Ma première question était assez simple. Est-ce que c'est une continuité dans votre réflexion, parce qu'un historien ne referme jamais ses dossiers. Est-ce que vous avez souhaité placer cet ouvrage dans la continuité de votre réflexion déjà entreprise au cours de vos recherches sur Aristote au Mont-Saint-Michel ?
Alors, quand il y a eu cette affaire, plusieurs personnes m'ont dit, il y a des erreurs dans votre livre, il y a des partis pris, etc. Il faut vraiment revenir là-dessus. Mais plusieurs, dont Jacques Le Goff et également André Vaucher, m'ont dit, mais pourquoi vous ne reprenez pas simplement le thème de la transmission venue de Byzance, et pourquoi vous n'essayez pas de présenter ça de manière claire, synthétique. Et donc, je m'y suis mis il y a 8 ou 9 ans. Simplement, j'ai fait ça, je dirais, à un moment de loisir, en dehors de mon travail et des autres activités. Donc, ça a pris du temps. Mais fondamentalement, c'était ça. Et essayer, puisque tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a eu 2 voies de transmission qui ont permis au monde latin de retrouver des ouvrages grecs, une voie qui est passée par le monde arabo-musulman et par l'Espagne, pour aller vite, une autre voie qui est passée par Byzance. J'avais envie, finalement, de faire le point sur la voie byzantine. Donc, de faire la synthèse des travaux qui existaient dans ce domaine, mais sans me limiter, parce que la notion de culture est quelque chose de vaste, de très varié, sans me limiter à ce qui retient souvent l'attention, les textes philosophiques, mais voir l'ensemble de la culture, y compris la culture artistique, voire matérielle. Et en prenant en compte à la fois ce que Byzance avait transmis de l'héritage antique, et puis aussi ce que Byzance avait apporté qui lui était propre. Alors, on connaît très très bien le livre de Jacqueline de Romilly, Pourquoi la Grèce. On connaît moins le livre d'une historienne que je ne connaissais pas, Hélène Glikacki-Harveller. Je ne sais pas si je ne prononce correctement. Pourquoi Byzance, Sylvain Guggenheim? Les byzantinistes répondraient mieux que moi à cette question, mais pourquoi Byzance? Parce que Byzance, finalement, en dehors des milieux des byzantinistes, de quelques autres historiens, Byzance est quand même un peu oublié du Moyen-Âge. Quand on présente... C'est même péjoratif, on parle des querelles byzantines. Alors, il y a toujours un peu une image péjorative, mais c'est les moins répandus qu'avant. Mais globalement, dès qu'on imagine le Moyen-Âge, en fait, on pense au château fort, on va penser aux croisades, on va penser à Charlemagne, etc. Et puis, on oublie que, notamment autour de la Méditerranée, il y avait un jeu qui se jouait entre 3 grandes puissances, finalement, pour simplifier, mais enfin l'ensemble des puissances latines, les puissances arabo-musulmanes et puis la puissance byzantine. Donc le fait de s'intéresser à Byzance est en fait une nécessité si on veut comprendre ce qui se passe au Moyen-Âge, sans compter que les Byzantins avaient des relations commerciales avec la Russie de l'époque, avec le monde ouest européen, avec le monde scandinave, etc. Donc les Byzantins sont un acteur essentiel et incontournable de ce monde médiéval. Donc il ne faut pas mépriser Byzance, loin de là. Non, au sortir de votre livre, oui bien sûr, mais au sortir de votre livre, j'allais dire, il faut même redécouvrir Byzance. Ou découvrir Byzance. Il y a des éléments, là encore une fois, qui sont bien connus des byzantinistes, qui sont moins connus du grand public, des gens qui s'intéressent à l'histoire. C'est effectivement le rôle qu'a joué Byzance dans la transmission culturelle. Mais on pourrait faire aussi tout un livre sur les interactions politiques, diplomatiques, militaires entre Byzance et le reste de l'Europe. Il y aurait énormément de choses à dire également. Encore une fois, c'est un immense empire, même s'il est en rétraction au fil du temps, et c'est un acteur majeur et permanent des relations internationales de l'époque. Comment mesurer une influence? Comment l'historien peut mesurer une influence byzantine, grecque? Vous parliez des textes tout à l'heure, de la transmission via l'Espagne et via Byzance. Comment mesurer en dehors des textes cette influence byzantine et cette influence grecque, parce que nous allons voir que ce sont 2 choses différentes. En fait, on mesure les effets d'une influence, c'est-à-dire qu'on mesure les traces que cette influence a laissées. L'influence elle-même, c'est vraiment difficile d'établir. Qu'est-ce qu'on peut observer? On sait, par exemple, dans le domaine des livres, que des manuscrits sont disponibles à Byzance, que des latins viennent les traduire, et qu'ensuite ces traductions arrivent en Europe, sans qu'on sache toujours très bien comment elles arrivent, par quels intermédiaires et quelles étapes elles franchissent. Et puis, on a aussi une très importante influence artistique à l'époque romane, et là, tous les historiens de l'art du monde romain le disent à travers leurs ouvrages. Ça joue dans les enluminures, dans les sculptures, dans les fresques. L'art européen se limite pas à une copie de l'art byzantin, bien sûr, mais on a une forte influence de l'art byzantin dans l'art religieux européen. Et là, la manière dont cette influence a pu s'exercer est pas totalement éclaircie. Il y a des gens qui font le voyage dans l'Empire byzantin, qui observent des dessins, des images, des sculptures, qui font peut-être des croquis et qui les rapportent. On a quelques livres de croquis, ce qu'on appelle des livres de modèles, qui ont circulé. On a des fragments
de ces livres de modèles. Ça se présente un peu comme les carnets de Villard de Honnecourt, mais on n'a que des fragments. On a plein de personnages dessus qui sont dessinés avec des scènes et qui sont empruntés à différents monuments byzantins, qui semblent être des sortes de résumés, si vous voulez, de l'art byzantin. Et c'est par l'intermédiaire de ces livres de modèles, sans doute, qu'une grande partie des artistes occidentaux ont pu s'inspirer de ce qui était réalisé à Byzance. Alors, venons-en à la chronologie, c'est important. On parle de l'Empire romain d'Occident et il y a cependant l'Empire romain d'Orient. Est-ce que l'Empire romain d'Orient est une copie de l'Empire romain d'Occident? À l'origine, c'est le même. À l'origine, c'est l'Empire romain qui se divise, enfin, qui se divise pas vraiment en deux, mais qui forme une espèce de bipolarisation. Et puis, petit à petit, l'Empire romain d'Occident va s'effondrer, disparaître, entrer dans un déclin progressif, et le monde romain, la romanité subsiste à Byzance, dans un monde qui reste un empire, qui est au départ encore officiellement de culture latine, et petit à petit, ce monde où les populations sont de langue grecque, ce monde va adopter le grec comme langue de la politique, comme langue de l'administration et de la culture. Et ça, c'est une transition, mais qui est très très lente, qui se fait entre le 5e et le 7e siècle environ. Est-ce que on peut parler d'une identité qui va se créer à Byzance, ou est-ce que cette identité est avant tout romaine, pour reprendre un peu ce parallèle avec entre l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient? C'est très complexe parce que les Byzantins eux-mêmes se disent romains, romaïs, parce qu'ils se voient comme les héritiers, et même ils se voient comme le véritable empire romain. Donc dans le domaine politique, leur référence c'est être romain. Dans le domaine culturel, encore une fois, ils sont grecs, donc leur identité culturelle est rattachée à la langue grecque. Et dans le domaine ethnique, ils sont extrêmement mêlés, puisque à Byzance, vous avez des Grecs, vous avez des Slaves, vous avez même quelques populations arabes, par exemple, quelques Juifs. Donc, c'est un empire qu'on pourrait qualifier de multi-ethnique, mais avec une identité culturelle qui est fondée, au moins au niveau des élites, sur la langue grecque. Parce que localement, évidemment, il y a aussi des gens qui parlent d'autres langues que le grec. Et puis, il y a les populations d'Italie du Sud, qui sont dans l'Empire pendant encore quelques temps. Et pourtant, vous écrivez que l'usage du terme grec est très ténu, il reste rare. Il reste rare, il est même, parce qu'au départ, il est considéré comme l'équivalent de païen, et l'une des transformations qui va se faire, c'est qu'on va oublier la coloration païenne, on va remplacer ça par une étiquette, si vous voulez, profane, et on va petit à petit intégrer ce qui est grec, et on va intégrer à travers la langue un patrimoine culturel grec qu'on va considérer comme acceptable à partir du moment où on l'aura détaché du paganisme. C'est l'émission que nous avons enregistrée avec Sébastien Morlet. Vous citez d'ailleurs Morlet dans votre bibliographie, Christianisme et culture, si mes souvenirs sont bons. Donc je renvoie nos auditeurs à cette émission sur ce petit livre qui est absolument admirable sur la capacité du christianisme à se poser la question de la raison. C'est d'une clarté exemplaire. Voilà. Donc on parle avant tout finalement d'une identité grecque à travers la langue. Oui, ça ne se résume pas à ça, mais fondamentalement, c'est évidemment ce qui leur a permis, même si la langue grecque avait bien sûr évolué, mais c'est ce qui leur permettait d'avoir un contact direct, sans avoir besoin de traduire, avec les textes de l'Antiquité. Vous posez la question alors que l'on ne se prenne pas, on va le mettre entre plusieurs guillemets, le terme de nationalisme byzantin. On sait que le nationalisme est contemporain, mais vous présentez notamment les travaux de Arveler, donc toujours Hélène Arveler, qui parle d'une forme de nationalisme qui sera apparue sous le règne de Léon III l'Isorien, donc nous sommes au 8e siècle. Comment caractériser en fait ce mouvement? Quelles en seraient ses composantes? Qu'est-ce qui permet à cette historienne d'affirmer cette question du nationalisme? À ce moment-là, c'est le problème des luttes de Byzance contre ses adversaires, donc contre les peuples qui l'entourent et qui l'attaquent. Byzance a été plutôt un empire qui a été attaqué
qu'un empire qui a attaqué ses voisins, même s'il les a attaqués aussi. Mais globalement, c'est un empire qui a vécu un peu comme un monde assiégé. Et quand Hélène Glicatière-Weiler parle de naissance d'une forme de nationalisme à Byzance, elle fait allusion à ça, notamment les luttes qu'il y a aux frontières orientales de l'empire, dans l'actuelle Turquie, contre les Arabes. Et puis ensuite, il y aura également aussi les luttes contre les Bulgares. À vous lire, on comprend que vraiment, il y a une séparation entre le monde grec et le monde byzantin. Il y a cette séparation au début, c'est une séparation qui vise le christianisme qui n'intègre pas le caractère grec, mais qui peu à peu le fait. Il y a une restauration de la Grèce sous l'Empire byzantin. Oui, un des grands byzantinistes français qui a formé beaucoup de byzantinistes par la suite, qui s'appelait Paul Lemerle, disait que le byzantin était presque l'exact contraire du grec de l'époque archaïque et classique. Et c'est largement vrai, bien sûr. Les gens qui vivent à Byzance autour de l'an 1000 sont sans doute extrêmement différents des contemporains de Périclès. En même temps, ça n'a pas empêché, après 2 siècles de quasi-disparition ou d'oubli, ça n'a pas empêché certains individus de se tourner vers la culture grecque, et en prenant en compte non seulement des composantes scientifiques, j'allais dire directement entre guillemets utiles, que ce soit les mathématiques ou la médecine, mais également des composantes littéraires. On n'a en fait quasiment jamais cessé de lire Homère dans le monde byzantin, ne serait-ce que parce qu'il était transmis à travers l'école, même s'il n'était pas transmis intégralement, on prenait des extraits, etc. Et de même que les historiens comme Hérodote ou Thucydide ne sont pas oubliés. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période d'occultation liée aussi à des problèmes internes à l'Empire byzantin. On peut parler de crise économique, politique, etc. Et ensuite, à partir du IXe siècle, il y a une forme de renaissance à Byzance qui est forme de renaissance globale. Il y a une amélioration de la situation politique et militaire, de la situation économique, voire démographique, et il y a une forme de renaissance culturelle qui a été volontaire. Donc là, parce que c'est très intéressant, parce que 2 siècles, c'est quand même pas rien. Oui, c'est beaucoup. C'est oui. Énorme. C'est votre chapitre 2, Un savoir oublié, rejet et permanence de la culture grecque à Byzance. Vous montrez la tension. Vous citez beaucoup d'historiens. Hein, c'est extrêmement renseigné. Lazari souligne de son côté, je cite, l'intellectuel byzantin était partagé entre 2 nécessités, celle de conserver d'une part l'héritage grec antique et de s'en nourrir intellectuellement, d'autre part appliquer à l'enseignement les préceptes du christianisme. Donc il y avait, au-delà du contexte de crise, il pouvait y avoir aussi une tension entre le christianisme et la pensée grecque. Oui, tout à fait. Puis cette tension va s'exercer évidemment sur certaines œuvres. Si vous prenez un livre comme la Métaphysique d'Aristote, Aristote considère que le monde est éternel et n'a pas été créé. Ça va être difficile à intégrer pour une pensée chrétienne, monothéiste d'ailleurs de manière générale, pour laquelle le monde a été créé. Donc il y a des ouvrages, il y a des types de pensées qui posent évidemment problème. Il y en a qui posent pas problème. On peut reprendre la médecine antique, on peut reprendre même les historiens, même si Thucydide parle de guerre entre cités et que les problèmes de Byzance, c'est le problème d'un empire, et c'est pas le problème d'une cité. Mais malgré tout, il y a des ouvrages qu'on pouvait reprendre. Et puis, Homère posait le problème de mêler de manière inextricable des êtres humains et des dieux, donc il fallait arriver à pouvoir lire Homère en faisant abstraction des dieux, donc en faisant des figures marginales ou des métaphores, etc. Mais on pouvait néanmoins reprendre dans Homère des exemples de vertus, de comportements courageux au combat, par exemple. C'est très important parce que on sent à vous lire que le renouveau culturel se fait sur le texte, sur la transmission des textes, sur un savoir simplement recopié. Oui, et là ils ont eu l'énorme avantage de disposer de l'invention d'une nouvelle écriture. Et moi je crois beaucoup au support matériel pour les événements humains. Et là c'est évident qu'à partir du moment où on passait d'une écriture, l'écriture ancienne était une écriture en majuscule qu'on appelle onciale, qui est plus longue à tracer, qui prend plus de place, qui sépare pas bien les mots, donc elle prend de la place, ça coûte plus cher parce que ça prend plus de parchemin et c'est moins lisible. Et on a inventé, à la même époque d'ailleurs qu'on le fait dans le monde carolingien, pré-carolingien, on a inventé une écriture de type minuscule, une écriture plus cursive, qui est plus rapide à tracer, qui est plus économe de parchemin,
qui détache davantage les mots. Et cette invention de l'écriture est contemporaine des premières nouvelles copies qu'on fait de textes antiques qui avaient été conservés, mais qui vont maintenant se trouver copiés sous une forme qui est plus lisible, avec des volumes de parchemin qui sont plus faibles. Donc c'est plus facilement transportable et ça coûte moins cher. Je vous cite, le savoir antique servait de socle commun et de garantie contre l'inculture et deuxièmement le manque de rigueur. Pourtant, l'hellénisme ne faisait pas l'unanimité. Il y a des résistances à cette renaissance. Bien sûr qu'il y a des résistances. Il y a des gens qui vont rester dans l'Église totalement opposés à la reprise du savoir antique parce que au lieu d'y voir quelque chose de profane, on y voit quelque chose de païen et donc de dangereux. Donc bien évidemment, il y a toujours eu des résistances. En même temps, il faut bien voir que ce soit les résistances ou les promoteurs de la redécouverte du savoir antique, on a toujours affaire à des petits groupes d'individus, des petits cercles. Ça concerne quand même une infime minorité dans la société byzantine, ce qui n'empêche pas que ça a une postérité gigantesque, puisque tous les textes grecs qu'on a quand on veut faire des éditions de textes contemporains, enfin des éditions modernes de Thucydide, d'Homère, de Platon, Échille, etc. En fait, tous ces textes-là sont faits par les éditeurs modernes sur la base de manuscrits qui ont été copiés à Byzance, à 90%, en dehors de quelques petits éléments qu'on a par ailleurs, mais la quasi-totalité des textes originaux que nous avons, que nous éditons et sur lesquels on travaille, ça vient des manuscrits copiés à Byzance. Alors, il y a une couche byzantine propre à l'hellénisme, c'est-à-dire que au-delà de cet hellénisme, Byzance apporte sa propre culture ou une partie de sa culture. Oui, ils ont évidemment absorbé, intégré, filtré la culture antique. Ils la prolongent dans certains cas. Vous avez des spécialistes de la philosophie byzantine comme Linos Benakis, qui est l'un des plus grands spécialistes contemporains de la philosophie byzantine, qui montre bien que la philosophie à Byzance existe, que c'est un prolongement de la philosophie grecque classique avec des réorientations, bien évidemment, mais qui montre par exemple autour de la princesse Anne Comnène, la fille de l'empereur Alexis Comnène, donc on est au début du XIIe siècle, vous avez plusieurs philosophes extrêmement importants, peu connus dans le monde européen, j'allais dire de nos jours, mais qui aux yeux des spécialistes sont des gens de très haute valeur. Vous... Un exemple, l'invention de l'hôpital, ça, moi je ne savais pas que l'idée d'hôpital, en fait il y a deux termes, il y a l'hospice et il y a l'hospice et l'hôpital, et à lire donc un certain nombre de byzantinistes, on pense que c'est débattu parce que des gens attribuent aussi la naissance de l'hôpital au monde syriaque, mais il semble qu'à Byzance on ait conçu dans le milieu impériaux des fondations qui étaient un peu plus que des hospices, puisque on pouvait accueillir des gens malades, les soigner et que ces gens sortaient, donc ce qui est la fonction même de l'hôpital. Alors cela dit, je parle de ça assez rapidement, c'est un sujet qui fait l'objet de débats parce que les textes qu'on a sont pas toujours clair et facile à interpréter. Pour nos auditeurs, l'hospice abrite le pauvre, tandis que l'hôpital soigne. L'hôpital soigne. Ce qui est une révolution en quelque sorte des consciences. Voilà. Et l'hôpital, on en sort. Si on est guéri. Alors, à la fin de votre première partie, votre livre est divisé en 3 grandes parties, vous montrez qu'il existe une sorte de convergence de 3 cultures, la grecque, la romaine et la chrétienne. C'est ce qui fait la particularité de Byzance. Oui, là aussi, j'invente rien. Vous prenez, j'ai dû emprunter une des citations à Alain Dusselier, par exemple, qui est l'un des grands byzantinistes français. Le Byzance a fait une culture mixte. Donc c'est pas la culture grecque antique, c'est pas la culture romaine, c'est pas une culture qui se limite uniquement non plus à être chrétienne. C'est un creuset où les 3 influences se mêlent avec des degrés divers, des intensités variables, suivant les époques, suivant les individus. Mais ce qui fait l'originalité de la civilisation byzantine, finalement, c'est d'avoir fondu ces 3 apports. Au-delà de Byzance, allons vers le monde romain. Quelles étaient les relations et les perceptions du monde latin de Byzance et de Byzance vers le monde latin ?
Alors du côté byzantin, c'est assez simple. Les latins sont des barbares et notamment le phénomène des croisades va encore plus le manifester à leurs yeux. Et puis avant les croisades, il y a eu les incursions de Normands venus d'Italie du Sud et qui ont tenté d'envahir Byzance. Les Byzantins sont d'abord ils sont l'Empire, donc ils vont toujours considérer par exemple l'Empire allemand qui est créé par les Ottoniens au Xe siècle comme n'ayant pas de grande valeur, pas plus qu'ils ne pouvaient accepter l'Empire de Charlemagne. Ils ont été obligés de le faire pour des raisons diplomatiques, mais ils se voient toujours comme un empire supérieur aux autres. Et de manière générale, donc les Byzantins estiment avoir une culture nettement supérieure à celle des Latins, et par ailleurs, ils estiment détenir, du point de vue chrétien, la vraie foi. Là, c'est très très net, après 843, après la crise iconoclaste, quand ça affirme ce qu'on peut désormais appeler l'orthodoxie. Donc là, il y a une vision très négative des Latins, du côté byzantin. Et la réciproque est vraie, c'est-à-dire que les Latins ont multiplié, on a ça dans plein de textes de chroniqueurs, des remarques plutôt désobligeantes envers les Grecs sont menteurs, les Grecs sont lâches, ne savent pas battre, quand ils gagnent, c'est par la ruse, ils sont efféminés, etc. Donc il y a toute une série de clichés qui sont colportés contre les Grecs. Mais il y a en même temps une espèce de fascination. Alors c'est pas là pour la Grèce antique, mais c'est pour Byzance, c'est pour Constantinople, parce que malgré tout c'est un grand empire et Constantinople c'est la plus grande ville de l'époque. Donc il y a une fascination. Les Scandinaves, alors eux qui sont païens, qui se moquent, je dirais complètement des querelles internes des chrétiens, les Scandinaves appellent Constantinople la grande ville. Le monde latin, avant l'an 1000, nous ne rentrons pas encore dans la période où la transmission, mais le monde latin, c'est un peu comme le monde byzantin par rapport au savoir grec, c'est-à-dire il y a une éclipse du savoir grec. On rappelle quand même que l'Empire romain était la paideia, c'est transmise la culture au sens propre du terme de l'Empire romain, c'est bien une culture grecque. Or, cette culture disparaît. Oui. Ça, c'est un élément qui montre bien qu'il y a une cassure dans l'histoire de l'Europe. Au moment où l'Empire romain cesse de jouer ce rôle, les lettrés romains, pendant longtemps, connaissaient le grec. Ce qui va rester en Europe, c'est une connaissance du latin, bien sûr, une connaissance des auteurs latins que les moines vont recopier, y compris les poèmes, comme les textes d'Horace, de Virgile, etc. Mais en revanche, un oubli, pas total, mais un oubli très important de la langue grecque, qui va continuer à être connue ici ou là par des poches de population d'origine grecque, par quelques individus qui cherchent à connaître le grec. Le grec était quand même considéré par l'Église comme l'une des trois langues sacrées, avec le latin et l'hébreu. Donc il y avait toujours une petite connaissance du grec, mais elle était incomplète, elle était limitée à un très petit nombre d'individus. Donc vous avez toute une période où en fait on ne connaît plus du tout la culture grecque au sens large, que ce soit la littérature, l'histoire, les mathématiques, où on ne la connaît qu'à travers ce que les auteurs latins en ont transmis. Donc on va connaître la guerre de Troie à travers Virgile, mais pas à travers Homère. Il y a des petits centres, on appellerait ça aujourd'hui des minorités créatives, qui sont les monastères. Les monastères jouent un rôle et la transmission, elle se fait par le monde monacal. Oui, mais de toute façon, l'Église a quasiment le monopole de la culture écrite à l'époque. Il y a enfin à l'époque, c'est très large le Moyen-Âge, mais quand on prend cette période du haut Moyen-Âge, de l'époque carolingienne, la période antérieure à l'an 1000, il y a très peu de laïcs qui savent lire et écrire. Il y en a quelques-uns, mais très peu. Donc les lettrés sont à plus de 90% des gens d'Église, ou des évêques, des chanoines, ou des moines. Et effectivement, les monastères ont tenu à conserver beaucoup d'ouvrages, en priorité des ouvrages religieux, ce qui est logique, c'est leur fonction, mais c'est aussi dans les monastères qu'on a copié des ouvrages profanes. Comme je disais tout à l'heure, on va recopier dans les monastères l'Énéide de Virgile. Alors, tous les monastères ne recopient pas l'Énéide, bien sûr. 972, événement décisif, une princesse byzantine, Théophano, nièce de l'empereur Tzimiskès, arrivée en Germanie pour épouser le jeune souverain Othon II. Oui,
Alors ça, c'est un épisode qui est très connu. Ça fait partie des nombreuses relations diplomatiques entretenues par des mariages entre le monde byzantin et l'ensemble des autres États ou principautés avec lesquels ils avaient des relations. Et effectivement, on a une princesse byzantine, Théophano, qui arrive à la cour impériale. Elle va devenir impératrice et à un moment, elle va même exercer le pouvoir puisqu'elle exerce la régence et qu'elle dirige littéralement l'empire. On a des actes émis par Théophano avec le sceau de Théophano, etc. Et comme une princesse se déplace pas toute seule, elle est venue avec des serviteurs, des servantes, elle est venue avec des religieux, et elle est venue donc avec des individus, sans qu'on connaisse évidemment les noms, le nombre, etc., mais des individus qui ont évidemment apporté avec eux la culture de leur milieu, donc du milieu impérial, du milieu constantinopolitain. Ça ne joue sans doute pas beaucoup dans des domaines très culturels comme la philosophie. Par contre, ça a indiscutablement joué dans le domaine artistique. Il y avait d'autres biais par lesquels les œuvres d'art byzantines, l'art byzantin pénétrait en Allemagne, mais l'arrivée de Théophano a été un coup d'accélérateur important. Il y aura ensuite une éclipse, ça va revenir, néanmoins. Vous parlez de Gerbert d'Aurillac, oui, qui est ce fameux... un des seuls papes français dans l'histoire de France. Tout à fait, le pape de l'an 1000, oui. Sylvestre II, qui joue un rôle donc dans le domaine de la géométrie. Oui, il avait des connaissances extrêmement développées pour quelqu'un de son temps, notamment dans le domaine mathématique, et c'est vrai que ces connaissances sont quand même peu répandues en Occident. Elles étaient manifestement beaucoup plus répandues à Byzance, d'après ce que j'ai pu lire. J'ai des spécialistes d'histoire des mathématiques concernant le monde byzantin, et il y a, semble-t-il, pas mal de travaux à faire dans ce domaine. Et Gerbert, en plus, était particulièrement lié au jeune empereur Othon III, et les deux hommes ont collaboré politiquement, et on a une lettre célèbre d'Othon III adressée à Gerbert en lui demandant de l'aider finalement à acquérir la culture des Grecs. Othon III étant le fils de Théophano, il avait pour la Grèce une espèce d'admiration qui allait au-delà de l'admiration pour Byzance, qui était aussi une admiration pour l'idée qu'il se faisait, sans doute assez vague, de la culture grecque. J'ai encore utilisé un terme contemporain, celui de conservatisme. Il y a une forme de conservatisme chez ces personnages. Je vous cite là encore, on entreprit donc de copier pour conserver ce qui menaçait de disparaître par vétusté, ou rareté. Copier pour transmettre à autrui, soit à la suite de demandes extérieures, soit par souci propre de diffusion culturelle, et ce, dès la première moitié du Xe siècle. Il y a ce conservatisme, on peut parler de conservatisme à cette époque. De volonté de conserver des éléments culturels venus du passé, oui, sinon ils n'auraient pas copié ces manuscrits. Que certains manuscrits aient été copiés parce que des gens voulaient les avoir et payer pour ça, bien sûr, mais de toute façon, donc ça veut bien dire que quelques individus étaient attachés à cela. Et puis dans les promoteurs de cette redécouverte du savoir grec, comme le patriarche Phocios ou le personnage appelé Léon le philosophe ou Léon le mathématicien, ça semble être un véritable engouement culturel. Donc motivé vraisemblablement par l'idée qu'il y avait dans les œuvres du passé des trésors ou des éléments qui pouvaient être utiles. Dans votre livre Aristote au Mont-Saint-Michel, comme l'indiquait son titre, le Mont-Saint-Michel jouait un rôle. Venons-en à la géographie. On a parlé de la Germanie, d'Othon II, quels sont les grands espaces géographiques ou les espaces géographiques vecteurs de cette culture grecque? On le voit mieux, me semble-t-il, pour les œuvres d'art que pour les manuscrits, parce qu'on arrive à repérer toute une série de lieux où on voit des influences byzantines, où on peut également dater ces influences, arriver donc à dessiner des cheminements, des routes. Très clairement, les influences byzantines arrivent en Italie, évidemment par la Sicile et l'Italie du Sud, qui jouent un rôle important. C'est relayé par Rome. Ça traverse l'Italie, ça arrive dans le sud de la Gaule, ça remonte le long de la vallée du Rhône. Et là, on peut avoir des exemples où, dans des fresques, comme à Basée-la-Ville, ou des enluminures de manuscrits, comme dans la Bible de Lyon, par exemple. Et puis, ensuite, et en relation d'ailleurs avec les échanges commerciaux, puisque les routes suivies sont forcément les mêmes. Vous avez une orientation qui part vers Paris, l'Île-de-France, la Normandie, une autre qui va vers les cours de Champagne, et ces influences byzantines, on les voit arriver le long de la vallée du Rhin,
Là, c'est assez étonnant de voir, notamment dans le domaine artistique, tout ce qui a transité, tout ce qui s'est implanté comme influence byzantine dans la vallée du Rhin, dans la Belgique actuelle, dans la vallée de la Meuse. Et on a même des influences qui ont été repérées il y a très longtemps par des historiens de l'art dans le monde scandinave, dans l'île de Gotland, etc. Tout cela se fait sur le temps long, je veux dire sur des décennies. Oui, ça se fait sur des décennies, avec apparemment, du moins en prenant en compte les documents qu'on a qui sont datables, tout ce qui est datable, apparemment il y a vraiment une accélération du processus. On est après Théophano, parce que Théophano c'est la fin du Xe siècle. Il y a peut-être un léger ralentissement au début du XIe siècle, et il y a une accélération du processus avant la première croisade, manifestement vers 1070, 1080, jusque vers 1180. Là, il y a un siècle où beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses sont transmises dans le domaine artistique, dans le domaine littéraire au sens large. Alors, au même titre qu'il y a une renaissance grecque, donc dans le monde byzantin, on peut parler de renaissance grecque dans le monde européen ? Oui, avec un décalage, mais on redécouvre... Et l'apport grec et l'apport byzantin. Oui, c'est-à-dire qu'en Europe, on va se nourrir à la fois de ce que les Byzantins ont conservé, donc de ce qu'on va récupérer chez eux de la culture grecque, en plus, évidemment, les éléments qu'on a qui viennent d'Espagne, donc qui viennent du monde arabo-musulman, mais qui sont pas les mêmes. Par exemple, l'Iliade, Homère ou le théâtre n'est venu que par Byzance. Et puis, on se nourrit également, justement, dans le domaine des œuvres d'art, des créations byzantines, voire aussi dans le domaine philosophique, ça a été repéré, des personnages comme Robert Grossetête au XIIIe siècle, qui est un théologien et un philosophe, a manifestement connaissance d'un certain nombre de textes produits par des philosophes byzantins antérieurs à lui. Alors je parlais dans l'introduction d'humanisme, on parle bien au fond de cela. C'est une renaissance humaniste avant la renaissance telle qu'on l'a apprise dans nos manuels scolaires. Oui, peut-être moins spectaculaire, avec des productions d'œuvres d'art qui sont qu'on voit en moins grand nombre, mais oui, on peut parler d'une forme d'humanisme. D'ailleurs, le terme d'humanisme a été utilisé, notamment, je crois bien, par Paul Lemerle et puis par d'autres spécialistes de Byzance, à propos de ce qui se faisait à Byzance au XIe siècle, et on peut parler de ça pour l'époque romane en Europe. Même si c'est pas la même chose que l'humanisme de la fin du XVe et du XVIe siècle, bien sûr. Vous établissez d'ailleurs une distinction entre, j'allais dire, ces humanistes, les humanistes des XIVe, XVe, des traducteurs du XIIe ou du XIIIe siècle. Vous dites qu'il y avait chez ces derniers une conception moins utilitariste de la culture. Oui, sans doute. C'est l'une des différences importantes qu'on peut faire entre ces deux groupes. Et puis, de toute façon, ce sont des gens qui vivent avec des époques différentes, dans des contextes politiques différents, qui n'ont pas non plus le même rapport au livre. Les humanistes vont connaître la révolution de l'imprimerie, ça va être quelque chose qui va bouleverser complètement le rapport à la culture et à sa diffusion. Et c'est là, en fait, c'est dans cette dernière partie que vous revenez au fond sur le débat qui a entouré votre livre Aristote au Mont-Saint-Michel. Oui, et sur un point où là j'ai voulu mener l'enquête, et d'ailleurs j'arrive avec un point d'interrogation, je suis pas sûr d'avoir trouvé, mais ce qui montre qu'il faut garder, je me permets de vous couper, parce que vous avez été la cible d'énormément d'attaques, alors que au fond il faut un historien garde toujours une forme d'humilité, et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne referme jamais nos dossiers et on est toujours en recherche. Oui, on referme jamais, ou encore que. Là, je pense que je travaillerai plus dans ce domaine. Mais là, il y avait vraiment un point qui me tenait à cœur. C'était cette fameuse histoire de manuscrits copiés, apparemment, d'après les paléographes, copiés effectivement au Mont-Saint-Michel, qui étaient les copies de traductions de textes d'Aristote faites par le traducteur Jacques de Venise. Et les traductions même de Jacques de Venise, contrairement à ce que j'avais dit, là je reconnais sans problème mon erreur, traductions n'ont vraisemblablement pas été faites sur place en Normandie par Jacques de Venise. C'est pas impossible, on n'en a aucune preuve. En revanche, le vrai problème, c'est de déterminer comment les textes de Jacques de Venise ont été copiés
Et comment se fait-il qu'ils ont été copiés donc sur place au Mont-Saint-Michel et très tôt, puisque les manuscrits qu'on a, qui sont maintenant conservés à Avranches, ce sont les plus anciennes versions qu'on a des traductions de Jacques de Venise. Donc on n'a pas l'original dans la traduction de Jacques de Venise, mais on a les premières copies, et ces premières copies, ce qu'avait montré Coloman Viola, qui sont dans 2 manuscrits. Il y a un manuscrit pour Coloman Viola, c'était indubitable, il avait été écrit concrètement au Mont-Saint-Michel, un autre peut-être au Mont-Saint-Michel, sinon dans le nord de la France. Alors, ces manuscrits sont des copies, donc ça suppose que les gens qui les ont copiés avaient par ailleurs sous les yeux les traductions, Jacques de Venise, et que ces traductions ensuite sont reparties. Et donc, j'ai essayé de faire une enquête, c'est un style d'enquête, d'investigation de journaliste ou d'enquête policière, d'essayer de voir toutes les hypothèses possibles, comment pouvaient arriver dans une abbaye normande des documents, être copiés, qui pouvait les avoir apportés, et bon, finalement, on a trop peu d'indices pour avoir une solution qui soit sûre à 100%. On ne peut pas démontrer les choses de manière mathématique dans ce domaine. Je pense que Jacques de Venise, effectivement, n'était pas au Mont-Saint-Michel. C'est pas impossible, mais ça paraît vraiment peu probable. Ce qui est très probable, c'est que ces traductions ont été apportées sur place, que sur place elles ont été recopiées et qu'elles sont reparties. J'imagine pas qu'elles aient été détruites, elles sont reparties. Les routes, les chemins, les lieux, les étapes qui permettent la transmission concrète des manuscrits existent. On ne sait pas qui l'a fait. On voit à peu près quand, puisqu'on peut dater le moment où les manuscrits ont été copiés au monde, donc au début de la deuxième moitié du XIIe siècle, donc c'est très tôt. Pour des textes comme la métaphysique d'Aristote, c'est vraiment extrêmement précoce. Et puis, on a des correspondances d'un savant comme Jean de Salisbury qui écrit à des ecclésiastiques, des abbés de la Normandie, et qui leur demande d'avoir de lui transmettre des textes, des commentaires sur des textes d'Aristote, donc ce qui prouve que les gens auxquels il s'adresse avaient ces documents. Donc ça donne l'impression qu'en Normandie, pas seulement, mais en Normandie, il y avait plusieurs individus ou plusieurs centres qui s'intéressaient, sinon à toute la culture grecque, ça j'y crois pas, mais à un pan de la culture grecque, entre autres, une partie de sa philosophie. Donc au fond, ce livre, La gloire des Grecs, s'inscrit dans une réhabilitation de Byzance ? Je sais pas si Byzance a besoin d'être réhabilité, pourquoi pas. Non, plutôt une incitation à découvrir l'intérêt que représente l'histoire de cet empire dans l'histoire du Moyen-Âge de manière générale. Et encore une fois, moi j'aborde, c'est déjà beaucoup, c'était beaucoup à faire, mais j'aborde juste un élément, mais on pourrait trouver des choses passionnantes si on s'intéressait à l'histoire de la société. Enfin, les byzantinistes le font, mais si dans le public on développait davantage l'intérêt pour la société byzantine, l'histoire politique, tout bêtement. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans votre conclusion, c'est évidemment, vous parlez de la culture, tout pouvait circuler, mais tout n'a pas circulé. Non, bien sûr que non. Tout peut circuler parce que n'importe quel manuscrit peut être copié et puis on peut le transporter avec soi. Une œuvre d'art peut faire l'objet d'un croquis et le croquis être rapporté à 1000 km de là et inspirer un artiste. Et puis en même temps, il y a des choses qui effectivement n'ont pas circulé. Il y a des choses qui sont perdues, il y a des choses qui n'intéressent pas les traducteurs ou qui n'intéressent pas les artistes. Il y a une relation, on parle souvent du monde gréco-romain, judéo, chrétien, et en lisant votre livre, on découvre, j'allais dire qu'une partie de ce puzzle répond à ce schéma. Oui, forcément, puisque vous êtes dans un monde où le christianisme orthodoxe s'impose, c'est effectivement un monde chrétien, judéo-chrétien si on veut. L'idée que on va même culture... dire peut-être même plus grec que romain. À Byzance, oui, en dehors du droit, parce que le droit est quand même largement d'inspiration romaine, mais en même temps, il a été considérablement modifié, étendu par les Byzantins. Mais effectivement, la culture qui existe à Byzance, je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup utilisé Cicéron ou Tacite. Là aussi, il y a peut-être une méconnaissance ou un oubli dans le monde byzantin de certains textes de l'Antiquité romaine.
Merci beaucoup. Merci. Sylvain Guggenheim, donc La gloire des Grecs aux éditions du Cerf, et je renvoie nos auditeurs à l'émission consacrée à Frédéric II Hohenstaufen, auquel vous avez consacré un remarquable travail paru aux éditions Perrin. Très chers auditeurs, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas, je me répète, à nous soutenir, et je remercie enfin Georges pour sa fidélité à la technique. Merci et à très bientôt.